Professeur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ça me touche beaucoup de vous avoir sur la chaîne, puisque je vous ai découvert à travers YouTube. Je vous ai découvert à travers de nombreuses conférences que vous avez données il y a peu de temps, mais aussi il y a quelques années déjà sur les ondes, mais récemment sur spécifiquement la 5G. Et j'ai trouvé votre propos extrêmement clair et pertinent, et surtout assis sur votre background de scientifique, de professeur. Et donc, c'est pas seulement un message d'un lanceur d'alerte, d'un citoyen lambda, un peu comme moi, mais là, on a vraiment la pertinence d'un regard scientifique. Et c'est pour ça que j'ai été vraiment heureux et je suis honoré de vous recevoir aujourd'hui sur Verisme TV. Donc, professeur Héroux, vous êtes attenant, vous êtes professeur à l'université McGill dans le département de la faculté de médecine. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, en réalité, j'ai un parcours qu'on pourrait qualifier d'éclectique parce que à l'origine, j'ai été éduqué comme physicien. Ensuite, j'ai fait des études graduées dans le domaine de l'ingénierie, essentiellement de l'ingénierie électrique. Et après un certain temps, on m'a confié à l'intérieur d'un institut de recherche euh, de la compagnie Hydro-Québec des dossiers de santé, des dossiers d'effets des champs électromagnétiques. Et à l'occasion de ce travail-là, j'ai été recruté par l'Université McGill, où j'enseigne maintenant la toxicologie et également les effets sur la santé des ondes électromagnétiques. Donc, ce sujet-là est ma spécialité que je suis depuis beaucoup d'années. Donc, j'ai quand même une certaine connaissance de la physique, j'ai une certaine connaissance des ingénieurs et j'ai une connaissance également pour avoir fait des expériences en laboratoire moi-même sur ce sujet-là, des effets sur les cellules, des champs magnétiques en particulier. D'accord. C'est très intéressant ce que vous nous dites là, parce que votre parcours reflète très bien la structure finalement de votre approche. C'est-à-dire, vous étiez ingénieur avant de petit à petit dévier, arriver au monde de la santé et des impacts finalement qu'ont nos nouvelles technologies, ce que crée la main de l'homme sur la biologie finalement. Et c'est très intéressant, on a souvent l'opposé ou des spécialistes, soit de la médecine ou de la biologie, soit des industriels. Vous mariez les deux, et donc votre regard est très pertinent et très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous préciser en quelques mots qu'est-ce qu'une onde? Parce que finalement, je pense que dans la tête de tout le monde, ils utilisent ce terme-là sans trop vraiment savoir ce que c'est. Il y a la fréquence d'onde, il y a l'amplitude, il y a les ondes, on comprend bien les ondes de la planète, mais il y a aussi les ondes qui sortent de mon téléphone. Quelles sont les différences entre toutes ces ondes-là? Mais en réalité, il y a des ondes qui sont naturelles et des ondes qui ne le sont pas. En d'autres termes, l'environnement vivant est depuis des milliards d'années, environ 2 milliards d'années, soumis à certaines forces magnétiques, en particulier le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre est très intense, mais il est statique. En d'autres termes, il ne bouge pas beaucoup. Il y a des micro-fluctuations, mais ça, c'est pas très important. Et ce qu'on a en plus, naturellement, c'est ce qu'on appelle le background de microwave, de micro-ondes cosmiques, qui est quand même assez faible. Ça prend des antennes particulièrement importantes pour détecter ce signal-là. Et de plus, il y a naturellement la radiation du Soleil, qui est extrêmement puissante, mais qui est d'une fréquence totalement différente des nouvelles, je dirais, productions de la technologie qui sont à des fréquences beaucoup plus basses. En d'autres termes, le Soleil, l'environnement naturel, nous donne des radiations en grande quantité, mais ce sont des radiations qui sont en termes de fréquences totalement différentes des radiations artificielles auxquelles nous sommes soumis récemment. D'accord. Donc, à ce propos, vous m'avez envoyé des documents qu'on va pouvoir afficher à l'écran. Il y avait celui-ci, je pense, qui reflète bien ce que vous venez de nous dire, où on a justement, on voit à l'écran ces graphiques, cette vague verte avec
Donc le natural background, donc c'est vraiment ce que nous propose la nature en termes d'exposition aux ondes. Et puis on voit que selon les tranches d'années, de 1950 à 1980 et dans les années 2010, on a augmenté l'exposition à nos ondes. Est-ce que vous pouvez commenter ce graphique par exemple? Oui, en particulier, ce qu'on voit, les petites lignes qu'on voit au-dessus, ce sont les limites que se sont données les ingénieurs et certains organismes pour définir la tolérance humaine. En d'autres termes, on est en train d'arriver à ce qui a été défini par certains organismes comme la limite de la tolérance sanitaire. On voit des petites vagues superposées à la ligne rouge tout en haut, qui sont en fait les contributions des télécommunications, qui sont toutes proches d'arriver aux limites thermiques dans diverses circonstances. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce graphique-là, contrairement à ce qui est l'habitude, entre deux chiffres à gauche, vous avez une différence d'environ de 1 millier pour chacune des étapes verticales. Donc, il faut reconnaître que l'augmentation à partir du seuil naturel est extrêmement grande. En d'autres termes, les changements quantitatifs qu'on connaît vis-à-vis des produits chimiques ne sont pas les mêmes du tout que ceux auxquels on a été soumis vis-à-vis des ondes électromagnétiques. En d'autres termes, si vous pensez à la limite toxique d'un produit chimique et à sa limite tolérable par l'organisme, il peut avoir un rapport de quelque chose comme 10. Et dans le cas des ondes électromagnétiques, des rapports très, très énormes ont été assumés comme tolérables pour l'humain. Et c'est pour ça que si on regarde la vague rouge et le sommet de cette vague rouge, elle est des milliards de fois plus grande que l'environnement naturel. Donc, on a vraiment changé de manière extrêmement substantielle l'exposition naturelle de l'homme, l'exposition artificielle de l'homme. Et j'entendais dans une autre conférence que vous parliez justement de cette approche très industrielle de la chose et des seuils qu'on a établis comme étant la norme à ne pas dépasser, etc., qui était avant tout basé sur la chaleur. Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ceci? Oui, en réalité, cette discussion-là date quand même d'assez longtemps. À une certaine époque, c'était une discussion entre Hermann Schwann, qui était ce qu'on appelle un biophysicien, mais qui en réalité était un individu qui étudiait les propriétés électriques des tissus. Et ce n'était donc un spécialiste de santé. C'était un individu qui faisait des mesures. Et il avait été recruté par l'industrie pour pousser et supporter des limites extrêmement élevées. Et son opposant à l'époque, c'était Alan Frey, qui était un biologiste. C'était lui qui a découvert à l'origine la perméation de la barrière hémato-encéphalique suite à l'exposition aux ondes. Et naturellement, le débat était très, très inégal parce que, essentiellement, l'industrie a en quelque sorte fait l'invasion des comités et des zones d'influence et, ultimement, naturellement, une limite extrêmement élevée a été promulguée vis-à-vis, en fait, d'un effet thermique. Et en réalité, quand on dit qu'on s'occupe d'un effet thermique, ça veut dire jusqu'à un certain point qu'on occulte tous les autres effets. En d'autres termes, tout ce qui n'est pas thermique, on ne s'en occupe pas. Et ce que l'industrie a fait, c'est qu'elle a investi des sommes substantielles dans les investigations des effets thermiques des ondes électromagnétiques. Et si vous pouvez passer à la diapositive qui concerne le comité, ça illustre très bien la situation. Donc, en 1966, à une époque où ces choses-là étaient discutées de manière extrêmement, je dirais, extrêmement dynamique, on s'est rendu compte que ceux qui ont déterminé ultimement, ceux qui ont pris les décisions, c'était un comité de 15 personnes. Et de ces 15 personnes-là, il y en a 10 qui étaient de l'armée américaine, un de l'Institut du pétrole, un de l'administration spatiale, un de General Dynamics, qui produit des avions de chasse, un du Trésor américain et une seule personne, probablement très bien choisie, de la santé publique des États-Unis.
standard-là, cette limite sanitaire-là a eu énormément d'influence au cours du temps. Il a été plus ou moins maintenu. Et vous devez savoir qu'au même moment, les Soviétiques, qui étaient je dirais, plus compétents vis-à-vis des effets des ondes électromagnétiques, avaient adopté un standard 1000 fois plus petit, sur la base du fait qu'il y avait des effets neurologiques de ces ondes-là. Donc, le standard qui vous protège à l'heure actuelle, c'est l'opinion des militaires vis-à-vis de ce qui est sécuritaire. Et l'argument que moi, personnellement, j'ai, c'est que si on est un pilote dans un avion de chasse, on est prêt à accepter des risques parce que notre radar nous protège, en fait, de la mort. En d'autres termes, c'est un choix entre être abattu par un chasseur ennemi et les effets chroniques des ondes électromagnétiques. Mais est-ce qu'un standard de ce genre-là est également approprié pour ma petite fille qui est à l'école, qui a 6 ans et qui est en dessous d'un routeur d'ondes électromagnétiques? Donc, je pense que le maintien d'un standard de ce genre-là est totalement inadmissible. Comment est-ce que cela s'est produit? C'est qu'essentiellement, à un certain moment donné, l'industrie s'est dit que si les militaires ont réussi à avoir un standard de ce genre-là, alors pourquoi pas nous? Pourrions-nous avoir le même standard? Et naturellement, le fait d'avoir un standard extrêmement élevé, ça donne les coups des franches à une industrie pour déployer, pour faire le design d'à peu près n'importe quel système sans avoir à s'inquiéter de limiter l'exposition humaine. En d'autres termes, on peut exposer les humains à n'importe quoi et on ignore totalement les effets sanitaires potentiels. En Union soviétique, ils avaient une réaction un peu plus stratégique. C'est qu'ils avaient fait un standard séparé pour les militaires et un standard différent pour la population en général. Parce que, oui, vous devez vous rendre compte que ce standard-là a été promulgué à une époque du mécarthyisme aux États-Unis. On faisait la chasse aux communistes. C'était Sputnik était encore conscient. Les Américains se disaient qu'on va perdre la course technologique et la course vers la Lune vis-à-vis des Soviets. Et donc, c'est dans ce contexte-là que ce standard-là a été adopté. À cette époque-là, aux États-Unis, c'était vu comme antipatriotique de parler des effets sanitaires des ondes électromagnétiques. Et c'est ces circonstances-là qui, dans le fond, que ce standard très élevé a été adopté de manière presque aveugle pour des raisons en partie politiques. Alors vous êtes à Québec, moi je suis en France. Est-ce que ce standard-là a eu des impacts au niveau international? Est-ce qu'il a influencé aussi des décisions aussi en Europe, par exemple? Mais oui, absolument. En d'autres termes, ce standard-là, il faut que vous vous rendiez compte que après la guerre, les Américains étaient les seuls qui étaient en position je dirais, de régler des choses de manière efficace. Donc, à travers les sociétés d'ingénierie, la propagation de l'idée suivant laquelle la chaleur était le seul effet important a été en quelque sorte, c'est un genre de contamination, c'est un genre je dirais, de restriction mentale a été popularisé en Europe par le biais des sociétés professionnelles d'ingénierie. Et les sociétés d'ingénierie ont des réunions régulières et annuelles où ces décisions-là sont prises. Et alors, dans l'Ouest en général, ce qui inclut l'Europe, on a accepté plus ou moins cette idée fantastique, qui est le fait qu'il n'y a que la température à considérer. Il faut dire qu'une idée suivant laquelle l'agent électromagnétique est inoffensif a été influencée par la proximité historique de la bombe atomique. On a dit aux gens, c'est de la radiation non ionisante en premier. C'est ce qu'on leur a raconté. Et alors, naturellement, dans un contexte de bombe atomique, où les radiations ionisantes sont extrêmement scrutées, c'est quelque chose qui est tout à fait recevable. Mais ce qui est incompréhensible dans cette idée-là, c'est que le corps humain est déjà ionisé de manière profonde dans tous ses fonctionnements. Donc, qu'une radiation soit ionisante ou non, ce n'est pas un argument du tout pour faire croire aux gens que c'est la chaleur seulement qui est importante. Le deuxième argument qu'on a utilisé, c'est de dire que ces radiations-là sont beaucoup trop faibles. Et naturellement, c'est exact
que on considère le potentiel thermique de ces radiations-là, elles sont extrêmement faibles. Mais ça, c'est un raisonnement que l'on peut accepter si on restreint notre intérêt totalement à la chaleur. Et si vous croyez que la faiblesse d'un agent limité à une seule variable est utile, j'ai autre chose à vous raconter. Vous savez, sur la base de la masse, les virus sont beaucoup trop petits pour la santé humaine parce que vous êtes beaucoup trop pesant. Donc, c'est ce genre de... Comment est-ce qu'on peut appeler ce type de raisonnement-là? C'est, dans le fond, relativement inacceptable du point de vue scientifique. Et le tour de force, c'est comment on a pu faire accepter ça. C'est que l'industrie a été très dynamique pour faire accepter cette idée-là. Et essentiellement, l'électromagnétisme, c'est quelque chose qui est relativement, je dirais, étranger à la plupart des préoccupations des biologistes. En d'autres termes, ils ne sont pas tellement ferrés en télécommunications et en système de puissance. Donc, il y avait, je dirais, une séparation intellectuelle entre les gens qui auraient pu protester de manière très énergique et une industrie qui agissait de manière très cohérente. Et les chercheurs, eux, étaient plus ou moins isolés, disons, organisaient des protestations momentanées, mais ils n'avaient pas le poids, je dirais, financier, ils n'avaient pas de poids d'organisation des entreprises qui voulaient commercialiser, qui voulaient défendre leurs produits. Et ce sont toutes ces circonstances-là qui font qu'aujourd'hui, on a des standards qui sont totalement inadmissibles et que l'industrie essaie de perpétuer et de protéger malgré des évidences spectaculaires du contraire. C'est fou parce que ça fait écho au naturopathe que je suis, à l'autre scandale sanitaire qui est l'alimentation, et où on a toujours ce combat de David contre Goliath, où il y a l'industrie de la calorie vide, donc tous les fast-foods, etc., qui nous disent, on entendait bien les discours dans les années 80, 90, même 70, où mon hamburger fait juste 500 kilocalories. Donc prenons ce seul facteur-là, prenons cette seule variable-là pour dire, vous avez besoin de 2500 kilocalories par jour, vous en mangez 5, c'est bon, vous serez en bonne santé. Et puis, évidemment, tout le monde contracte diabète et obésité, etc., parce que, certes, c'est une variable qui a sans doute de la pertinence, sans doute, mais ça ne peut pas être la seule base de notre réflexion, comme les ondes ne peuvent pas être étudiées, enfin en tout cas l'impact sur le vivant ne peut pas être étudié seulement par le prisme de la chaleur. Et donc votre explication était parfaitement claire, et je pense qu'on a bien compris comment les intérêts financiers d'un côté des industriels leur ont poussé à développer cette stratégie de communication, toujours voilà, avec cet objectif de chiffre d'affaires, et puis d'un autre côté, les chercheurs qui disaient attention, le vivant c'est beaucoup plus compliqué que ça, et d'ailleurs vous m'avez donné un document qui est très intéressant, et sur cette chaîne je parle souvent de la membrane cellulaire, des neurones, des canaux voltage dépendants, à calcium, etc., de la création d'ATP qui nécessite l'accumulation dans les mitochondries de protons, H+. Donc cette ionisation du corps qui est déjà là, on dépend des ions qui sont en nous. Tout notre métabolisme va être perturbé par les ondes électromagnétiques, c'est une évidence. Et si vous voulez, on part sur ce sujet-là avec cet encadré. Oui, d'accord. Alors, cet encadré-là, essentiellement, est une recherche que j'ai faite. Et une chose qui est très importante à réaliser, c'est que malgré le fait que cet article-là parle de champs magnétiques à très basse fréquence, donc des champs magnétiques tels qu'ils sont émis par les systèmes de distribution d'énergie, comme par EDF, par exemple, en réalité, c'est applicable aux problèmes sanitaires des ondes électromagnétiques de manière générale. Et pourquoi je dis cela? C'est que les ondes de télécommunication, en fait, contiennent une porteuse qui permet la propagation des signaux et ils ont également une modulation qui est essentiellement le signal qu'on veut propager. Et lorsqu'on regarde la transformée de Fourier, c'est-à-dire les composantes de fréquence des signaux de télécommunication, ils contiennent
des signaux de basse fréquence. Et l'expérience en bioélectromagnétique a montré que c'est en grande partie les signaux de basse fréquence contenus dans les signaux de télécommunication qui sont biologiquement actifs. Par exemple, un système de téléphone GSM qui est extrêmement populaire, qui est à peu près 80% du marché mondial, contient des signaux à 217 Hz et à d'autres fréquences également qui sont des basses fréquences. Donc, ce sont ces champs-là qui sont principalement bioactifs. Et cette recherche-là qui est illustrée cherchait à démontrer est-ce que effectivement on peut montrer des effets robustes des ondes électromagnétiques en très en dessous des limites thermiques. Donc il s'agit là de seuils qu'on pourrait caractériser comme étant 20 nanotesla, qui sont des milliers de fois inférieurs aux limites acceptées par l'industrie vis-à-vis des ondes électromagnétiques. Et ces signaux extrêmement faibles-là, dans des essais très soignés, qui contrastaient un milieu sans champ magnétique et avec champ magnétique, montrent qu'en fait, les cellules cancéreuses, toutes les cellules qui sont significatives du point de vue de l'hygiène humaine vis-à-vis du cancer, sont influencées de manière drastique par l'application de ces champs-là. Et dans la recherche en général, il y a beaucoup de recherches qui s'est faite en n'éliminant pas les champs pour établir la ligne de base de la recherche. En d'autres termes, l'élimination des champs de basse fréquence, des champs magnétiques de basse fréquence, c'est quelque chose qui est un peu difficile à réaliser. Donc, ce que les gens ont fait, ils se sont dit, on va prendre le champ magnétique qu'on a déjà dans notre laboratoire et on va en mettre un peu plus pour voir s'il y a un changement. Mais ça, c'est une mesure qui est une mesure différentielle. En d'autres termes, c'est une mesure qui ne part pas d'un milieu que je qualifierais de pré-industriel pour le comparer au milieu actuel. Ça fait la différence entre deux milieux industriels. Donc, à cause de cette circonstance-là, il y a eu beaucoup de confusion dans le domaine de la bioélectromagnétique. Mais ce que ce résultat-là nous dit, c'est que quand on applique des champs magnétiques dans un environnement réaliste, dans un environnement contemporain, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la diversité des cellules cancéreuses. À l'heure actuelle, il y a un grand effort qui est fait en biomédecine pour produire des médicaments qui vont être spécifiques à une tumeur. Mais on a un agent dans l'environnement qui augmente la diversité des tumeurs de manière à grande échelle. Donc, ça rend très difficile des progrès en médecine d'avoir des agents confondants de ce genre-là. Et je dois ajouter aussi que la recherche vis-à-vis des effets nocifs des ondes électromagnétiques a été faite de manière très rapide. Mais la plupart des articles qui ont été produits par des scientifiques ont été totalement ignorés par l'industrie. Et le péché mortel, essentiellement, est là. C'est que malgré toutes les évidences qui étaient produites par la science, les ingénieurs et beaucoup d'institutions et beaucoup de gouvernements ont tout simplement refusé cette évidence-là, au point où, comme vous le savez, environ 250 scientifiques ont écrit une lettre, dans le fond commune, pour essayer de redresser cette situation-là. C'était en quelle année, cette lettre? Il y a environ un an que ça a été envoyé à divers organismes en Europe et même aux Nations Unies, je crois. Quel retour avez-vous eu de cette manifestation? Absolument rien. Parce qu'en réalité, une association de scientifiques n'est pas une association qui a des fonds, qui peut influencer les choses, comme un peu Bill Gates peut compenser l'argent qui est soustrait par Trump à l'Organisation mondiale de la santé, mais les scientifiques ne peuvent réellement rien faire. Et j'ai beaucoup de collègues dans tous les pays du monde avec qui j'ai discuté ça, et ils disent, ben non, on n'a aucun pouvoir, effectivement. Et on se demande pourquoi, vu que apparemment on est ceux qui voient de plus près des conséquences sur la santé humaine. C'est fou parce que cette crise qu'on est en train de connaître du coronavirus, où là on est tous enfermés chez nous, surtout en France, hein, ce confinement est je pense très
marqué, hein, en tout cas partout dans le monde, mais en France, on ne peut pas sortir chez soi sans une auto-attestation, donc c'est pour vous dire le ridicule de la chose. Euh, Ça place quand même, ça nous replace dans l'ordre de nos priorités personnelles, où on se rend compte que ce qui est important, c'est les gens qu'on aime, notre santé, notre alimentation et l'eau qu'on boit. Et puis c'est tout, c'est ça vraiment qui importe. Donc cette pyramide des euh, oui, de ce qui est important dans notre vie, de nos priorités est reclassifiée, et là c'est clair. Et pourtant, Oui. pour tout ce qui nous entoure, dont les objets qu'on va utiliser chaque jour, les priorités ne sont pas du tout les mêmes. Les priorités là, c'est l'argent. Et la santé est reléguée, puisque les gens qui ont les informations concernant la santé, qui ont les informations concernant les implications que tenir un téléphone dans sa main, avoir du Wi-Fi à la maison a comme impact sur la santé, ne sont pas écoutés. On ne leur accorde pas d'importance et pas de pouvoir. J'espère que cette crise-là va en tout cas ouvrir les consciences et je ne sais pas si vous voyez un moyen d'action par rapport au déploiement de la 5G. Ici, ça va être tous les 150 mètres une antenne. Alors déjà, avant de parler des moyens d'action, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ils ont besoin de mettre une antenne tous les 150 mètres? Les gens se demandent de manière légitime pourquoi. Vous savez, en 1966, alors que les astronautes américains étaient sur la Lune, Richard Nixon a décroché le téléphone et il a parlé aux astronautes sur la Lune. Et il y a des gens qui se demandent pourquoi, si en 1966, Richard Nixon pouvait parler à des astronautes sur la Lune, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une antenne à tous les 150 mètres? Il semble que ça n'a pas tellement de sens. Et la raison pour laquelle l'industrie veut déployer ce genre de configuration-là, c'est à cause de l'Internet des objets. C'est que après avoir vendu un microprocesseur à tous les humains de la planète qui voudraient l'utiliser, par exemple, dans un ordinateur, il faut naturellement faire une expansion du marché si on veut continuer à être prospère. Et la manière de faire ça, c'est de mettre des microprocesseurs et des transmetteurs radiofréquences dans absolument tout ce que les gens vont acheter. En d'autres termes, dans un réfrigérateur, dans un système de son, dans un poêle, dans un stylo, dans un appareil qui automatise l'arrosage des plantes, dans tout, on voudra mettre des transmetteurs, ce qui va faire qu'il va y avoir un marché illimité pour leur babiole. Et l'Internet, l'adresse IP, comme vous savez, dans les ordinateurs, il y a, pour communiquer sur l'Internet, des adresses IP, Internet Protocol. Et il y avait la version 4 qui est maintenant saturée parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient l'adresse IP apparemment. Et maintenant, il y a la version 6. La version 6 a une ambition tellement énorme que si, par exemple, on mettait une de ces adresses-là dans quelque chose qui a la taille d'un téléphone cellulaire et qu'on remplissait toutes les adresses du nouveau standard-là, le volume des objets occuperait tout l'espace entre l'orbite de la Terre et l'orbite de Mars. En d'autres termes, c'est une vision un peu démesurée de l'ingénierie qui est en train de s'établir dans notre société. Et c'est totalement inadmissible, à mon avis, la philosophie du 5G. Il y a des considérations, je dirais, sanitaires évidentes. Il y a des considérations de réchauffement de la planète parce que ce système de télécommunication-là, bien que l'industrie nous fait remarquer qu'une antenne va utiliser moins de puissance que les antennes précédentes, puis qu'il va y en avoir des millions, ça va effectivement contribuer à l'échauffement de la planète. Et il y a également un aspect très important qui est celui de la vie privée. Est-ce que, en d'autres termes, on est prêt à installer un système de télécommunication qui va faire que toutes les informations que vous avez sur vous-même vont être la propriété ou être vulnérables à l'acquisition par d'autres? En d'autres termes, comme Boris Johnson, le Premier ministre de Grande-Bretagne, le faisait remarquer dans sa première allocution aux Nations Unies, il disait « Ce genre de système-là est une menace à la civilisation britannique, je pense. Mais en réalité, c'est une menace à la civilisation occidentale et à la liberté de penser. En fait, s'il y a des tiers que vous ne contrôlez pas, qui savent plus de choses sur vous que vous n'en savez vous-même,
où est votre identité, où est votre sentiment de puissance. La puissance est en fait téléchargée vers quelqu'un d'autre. Et ceux qui auront cette puissance-là, la capacité d'absorber les données de l'Internet des objets, ça n'est pas vous. Ce sont des gens qui ont les moyens de le faire. Est-ce que nous voulons cette situation-là? Et finalement, ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt à accepter n'importe quel visage de la technologie ou bien si on doit dire à la technologie comment elle devrait se présenter. En d'autres termes, en clair, si je peux fabriquer une bombe atomique portative que je peux vendre à tous mes clients, est-ce que c'est une bonne idée de le faire? En d'autres termes, devrait-il y avoir des limites, je dirais, limites contrôlées vis-à-vis de ce qu'on déploie en termes de technologie? Je pense que les limites, au moins, elles seraient pertinemment prises si on comprenait et si les implications, si les conséquences de ces prises de décision étaient clairement dites, si des gens comme vous, des scientifiques, pouvaient s'exprimer sur le sujet. Donc là, comme vous l'avez très bien dit, dans le passé, on pouvait téléphoner sur la Lune. Pourquoi, tout d'un coup, il nous faut des antennes aux quatre coins de la rue, donc une toutes les 150 mètres? Ce décret d'implémentation des antennes a été voté et passé en douce pendant cette crise du coronavirus où on était tous chez soi et toute l'attention médiatique était focalisée sur le virus. En France, voilà, ils peuvent déployer les antennes sans demander l'accord des maires, etc., des mairies. Donc c'est quand même absolument incroyable. Mais alors pourquoi? Pourquoi technologiquement parlant, il nous faut une antenne? Est-ce que c'est une histoire d'orientation, il me semble? C'est ça? Bon, les antennes de 5G, dans le fond, cherchent à établir un trafic de données beaucoup plus rapide. Mais elles cherchent également nettement à établir l'Internet des objets. La différence avec le 5G, c'est que malgré le fait qu'il y a un éventail de fréquences qui sont actuellement utilisées, l'objectif ultime, c'est d'utiliser des fréquences beaucoup plus élevées, parce qu'à des fréquences beaucoup plus élevées, on peut obtenir un débit beaucoup plus rapide de données. L'autre innovation du 5G, qui n'est pas une innovation du tout, parce que c'était contenu dans le radar Zaslon du MiG-31 déjà en 1981, c'est une très vieille idée qu'on présente comme un remarquable cadeau, Est-ce que c'est ça? Les radiations en faisceau, exactement. En d'autres termes, c'est que les radiations vont être dirigées de manière très étroite et c'est une manière d'accommoder dans l'environnement beaucoup plus de radiation parce qu'autrement, si on avait vraiment une diffusion à très large angle, ben on saturerait vraiment très rapidement la capacité des détecteurs à discriminer entre les signaux d'une source et d'une autre. Donc, avec un système comme ça qui est très focalisé, on va maximiser la capacité de l'atmosphère à contenir des radiations. Et donc, on maximise l'utilisation par un débit plus rapide. On veut que vous fassiez tout sur mobile et rien sur ordinateur fixe. Et donc, c'est de faire la promotion d'un certain style qui permet à l'industrie de vendre un autre téléphone cellulaire l'année prochaine parce que de l'avis même des gens qui produisent ces téléphones-là, si vous n'achetez pas un nouveau téléphone l'an prochain, il va y avoir des industries dans le monde qui vont devoir fermer. Donc, c'est la volonté de vendre du nouvel équipement qui est sous-jacente à tout ça. Et naturellement, techniquement, c'est plus rapide. Et on raconte aux gens des choses comme vous n'avez pas de voiture autonome. Je pense que c'est pas un concept qui est très favorable, qui est très populaire en Europe, mais en Amérique du Nord, les gens pensent que ça pourrait être acceptable. On dit vous n'aurez pas de voiture autonome si vous n'avez pas de 5G. Mais c'est totalement faux. En réalité, c'est un bobard de promotion commerciale. On dit aux gens, vous n'aurez pas de télémédecine si vous n'avez pas de 5G. En réalité, la 5G n'apporte rien autre que de la vitesse, ce qui permet ce qu'on appelle le streaming vidéo. En d'autres termes, vous pouvez prendre votre téléphone et envoyer en temps réel beaucoup d'images par seconde à quelqu'un que vous connaissez. L'utilité de ça est quand même relativement limitée. Et je pense que le prix qu'on aurait à payer pour cette amélioration du service ne peut absolument pas occulter tous les inconvénients sanitaires
planétaire du point de vue du réchauffement et de la vie privée que ce système-là va apporter. Et ce qui est un peu dramatique, c'est que les gouvernements sont totalement non informés, sont totalement à la remorque de l'industrie dans leurs décisions. Ce qui montre qu'il y a une grande différence entre les besoins des individus et les besoins des gouvernements. Les gouvernements, professionnellement, ont besoin d'être élus. Et c'est un besoin qui est totalement différent du besoin du citoyen. C'est très clair, je pense. Par rapport à cette technologie, vous m'avez donné une autre diapositive, qui est celle-ci, où on parle justement du bruit, du signal et de l'ouverture. Alors ça peut paraître compliqué et complexe de prime abord parce qu'il y a des formules mathématiques, mais en fait c'est très simple. Est-ce que vous pouvez parler justement de cette capacité qu'on voit ici par rapport à la bande passante, au signal et au bruit? Oui, d'accord. La capacité en bits par seconde qu'on peut effectivement transmettre, c'est une proportion en proportion directe avec la largeur de bande. Et naturellement, lorsqu'on augmente les largeurs de bande, telles qu'illustrées juste au-dessus, ben, on peut être plus généreux dans la largeur de bande que l'on attribue, parce que les fréquences sont beaucoup plus élevées. Malheureusement, la largeur de bande n'est pas le seul facteur. Il y a également le bruit qui est un facteur. Donc, pour réduire le bruit qui est l'interférence d'autres transmissions de signaux, ce qu'il faut, c'est qu'il faut exclure ces autres signaux-là. De là, le fait que c'est désirable du point de vue de l'ingénierie d'avoir des faisceaux qui vont moins interférer les uns avec les autres que si on faisait du broadcasting, de la diffusion dans toutes les directions. Donc, on voit que pour augmenter la capacité, on veut augmenter la fréquence, ce qui fait que l'énergie des ondes électromagnétiques se dissipe dans une profondeur beaucoup plus petite dans le corps humain. En d'autres termes, on échauffe beaucoup plus la surface. Et c'est pour ça que, suivant leur tradition, les ingénieurs vont maintenant changer d'opinion et dire que la température qui est tolérable pour l'humain, on avait dit autrefois que c'était 1 degré centigrade, mais maintenant on vous dit que c'est 2 degrés centigrades, parce que nos nouveaux systèmes de télécommunication, eux, ben, ils ont besoin de cette nouvelle capacité-là. Donc, l'humain n'a pas changé, mais nos systèmes, nous, ont changé. Et effectivement, ces discussions-là qui se produisent dans les comités de la Federal Telecommunications Commission des États-Unis, ce sont des discussions entre des compagnies qui se disent qu'est-ce qu'on va mettre sur le marché et quels sont nos besoins pour mettre ces choses-là sur le marché. En d'autres termes, c'est totalement déterminé par des besoins industriels et ces gens-là ont dans les mains un standard sanitaire, alors que la FCC en particulier n'a aucun staff qui est issu du milieu médical ou biologique. Ensuite, d'autres aspects intéressants de la 5G, c'est que aux fréquences plus élevées, ben, malheureusement, les molécules d'eau, les molécules d'oxygène sont moins transparentes vis-à-vis de ces fréquences-là. Donc, il faut crier un peu plus fort pour arriver à avoir un signal approprié. Et également, en troisième lieu, pour l'ouverture de l'antenne, c'est lorsque la fréquence diminue, ben, augmente plutôt. La longueur d'onde diminue, donc les antennes sont naturellement plus petites. Donc, le signal qu'on peut recueillir sur une certaine distance devient un peu plus faible. Donc, il faut avoir une voix plus puissante pour être écouté. Donc, dans la 5G, il faut avoir des intensités plus grandes. De là, la pression qui a été mise sur la ville de Bruxelles pour augmenter les standards d'émission humaine. Donc, pour toutes ces raisons techniques-là, l'humain doit changer essentiellement, ce qui est un non-sens. Mais pour un document suffisamment épais, on peut cacher ces non-sens aux politiciens qui, eux, n'ont pas effectivement le temps de se pencher en détail sur ces problèmes-là. C'est extrêmement clair. On voit bien que d'un côté, nous avons les industriels qui font la course aux bénéfices, dans un monde vraiment consumériste qu'on connaît, les politiciens qui veulent se faire réélire,
qui va plaider pour la santé dans tout ça? On comprend bien que les intérêts ne sont pas du tout les mêmes. Ils discutent tous de la taille en fait du lit de Procuste. C'est ce que vous disiez justement dans cette légende qui dit que vous êtes invité chez Procuste. C'est une personne très intéressante et très gentille. Elle vous fait coucher dans son lit. Par contre, elle va vous couper les pieds ou vous les allonger pour que ça corresponde à la taille de son lit. Et là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, on élève les seuils parce qu'il faut, parce que l'industrie le faut, et c'est l'humain, c'est le vivant qui va devoir s'adapter, au lieu que on adapte notre technologie à l'humain, aux besoins normaux de notre santé, de notre biologie, de cet écosystème naturel. Donc, par rapport à tout ça, oui, je vous écoute. Donc, vous pourriez croire que vous allez être protégé par l'Organisation mondiale de la santé. Malheureusement, la personne qui est responsable de cette question-là là-bas, c'est une ingénieure en électricité qui a été placée là exactement pour contrôler la situation. L'Organisation mondiale de la santé, qui vous a si bien protégé du COVID-19, bien, c'est une organisation politique qui maintenant obtient un gros budget de la part de Bill Gates. Donc, les gens riches de la planète peuvent prendre des décisions sur notre vie. Ils peuvent nous imposer une irradiation obligatoire, tout simplement parce qu'ils veulent faire des développements commerciaux. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y a des alternatives techniques bien supérieures au sans-fil pour propager des données de manière massive. Bell Laboratories a démontré en laboratoire sur 2 kilomètres des vitesses en fibre optique de 10 millions de gigabytes par seconde. Ça, c'est 1 million de fois supérieur au 5G. Le sans-fil, c'est une ressource limitée parce que le spectre est limité, un peu comme le pétrole est limité. Et les deux ont en commun que si on en abuse, on va avoir des retombées semi-permanentes et peut-être permanentes sur notre vie à cause du fait que le pétrole en abus réchauffe la planète peut-être de manière irréversible. Les ondes électromagnétiques vont affecter notre santé de manière irréversible. Par rapport à ces alternatives, vous êtes un grand défenseur donc justement de cette fibre optique qui ne paraît pas présenter de problèmes sanitaires et en plus est extrêmement véloce au niveau des échanges de données, des transmissions, etc. Donc elle coche un peu toutes les cases. Il y a peu de temps, j'ai reçu il y a quelques jours Gunther Paoli. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne qui est le grand ponte de l'économie bleue, de l'écologie, de l'entrepreneuriat engagé au niveau de la santé et au niveau de la nature, et qui nous parlait de la technologie du Li-Fi, du Li-Fi, par la lumière, les ondes par la lumière, etc. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette technologie-là? Et si oui, est-ce qu'elle représente, selon vous, une alternative qui pourrait être intéressante? Bon, le LiFi, c'est une alternative, je pense, qui est très intéressante. Il y a des gens qui craignent le fait que le LiFi soit délétère également parce que malgré le fait que la lumière est une substance naturelle, on a une tolérance naturelle à la lumière à cause du soleil. Il y a des gens qui disent oui, mais on va le moduler et peut-être que cette modulation-là va avoir des effets pernicieux. Bien sûr, on pourrait essayer de travailler ça, mais effectivement, la lumière, c'est une fréquence très élevée, un peu comme l'ultraviolet, ça a une pénétration relativement faible dans le matériel humain. On pourrait utiliser ça à des intensités comparables aux lumières que nous avons déjà. Et à mon avis, c'est une possibilité extrêmement intéressante. C'est une lumière, la pulsation, nous avons déjà été exposés à ça depuis longtemps parce que les commandes à distance de la plupart des téléviseurs et des systèmes de son sont des radiations infrarouges pulsées. Donc, on a une certaine expérience de ça. Et à mon avis, je ne connais pas de rapport suivant lequel votre commande à distance a créé de l'hypersensibilité électromagnétique ou des problèmes de santé. Donc, l'expérience actuelle et certaines données physiques nous permettent de croire que peut-être c'est une solution de très grande qualité vis-à-vis de la mobilité. Donc, si effectivement le LiFi parvient à déplacer les radiofréquences et les micro-ondes, ce sera un progrès très intéressant. D'accord. Ok.
J'ai reçu donc Gunter Pauli 2 fois, puisque c'est lui le gros porteur de ce projet-là. Je reçois bientôt Idriss Aberkan, qui est un autre, quelqu'un qui promeut l'implémentation de ce LiFi. Je sais qu'à l'hôpital de Perpignan, il y a eu un cas, donc ils ont changé complètement l'architecture du network, du réseau de cet hôpital, avec des mesures de l'électromagnétisme qui ont vraiment complètement baissé, voire était presque plus là par rapport à tous les routeurs Wi-Fi qui étaient présents. Donc ça commence un petit peu à s'implémenter, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas du tout les mêmes retombées économiques pour les industriels au déploiement du Wi-Fi. Donc il faudrait vraiment qu'on ait un président de la République, quelqu'un qui porte vraiment la volonté de faire du bien et de prendre soin de la santé de son peuple pour changer la norme, ne pas utiliser la 5G et pourquoi pas faire promouvoir une alternative comme le LiFi. Ce serait à étudier en tout cas, il faudrait vraiment se pencher sur cette question. Donc, fibre optique, LiFi, les alternatives existent. Maintenant, par rapport à cette 5G qui arrive, qui serait déployée et activée en juillet en France, quel recours nous avons, nous, en tant que citoyens? Comment pouvons-nous protester? Comment pouvons-nous nous opposer à ça? Est-ce qu'on peut s'en protéger à titre individuel dans les foyers? Est-ce qu'il y a vous voyez à l'international des pays et des villes qui l'ont refusé, la 5G? Mhm. Oui, effectivement, il y a beaucoup de villes en Italie, il y a des pays comme Chypre qui sont très, très, je dirais, hostiles à l'implantation de ces choses-là. Et également, il y a beaucoup d'associations professionnelles comme l'Association américaine de pédiatrie qui dit essentiellement de ne pas installer de Wi-Fi dans les écoles ou dans les garderies parce que c'est un non-sens. Donc, il y a effectivement une base de protestation. Mais je dois dire que ce qu'il faudrait atteindre, ce sont des politiciens capables de comprendre la situation. Et il semble que de ceux-là, il n'y en a pas beaucoup. Parce que les politiciens sont susceptibles d'écouter des gens d'influence puissants, qui sont les mêmes qui ont des intérêts à faire des profits vis-à-vis des ondes électromagnétiques. En réalité, un des problèmes, c'est que à une certaine époque, vous savez, il y a eu ce qu'on appelle le break-up de AT&T, de American Telephone and Telegraph, qui était le système de télécommunication dominant aux États-Unis. Et à un certain moment donné, ils étaient devenus tellement un monopole que le gouvernement américain a décidé de le scinder à AT&T. Et par la même occasion, ce qu'ils ont fait, ils ont déréglementé le sans-fil. En d'autres termes, il y avait encore beaucoup de normes et de limites qui s'imposaient vis-à-vis de tous les gens qui faisaient la transmission de données par voie de câble ou de fibre optique. Mais le sans-fil a été totalement déréglementé, ce qui donnait l'occasion aux financiers, amis du gouvernement, de se précipiter dans ce marché-là et de faire des profits énormes. En d'autres termes, c'est un type je dirais, de razzia financière qui a été organisée. Et malheureusement, ces mêmes personnes-là qui font la promotion du sans-fil sont très influents auprès des gouvernements. Ils ont un lobby systématique qui fait que, comme vous l'avez décrit, c'est exactement la même chose qui se passe à Washington qu'en France, c'est que les lois sont passées en catimini avec des lobbyistes qui essentiellement étourdissent quelques sénateurs ou quelques représentants. Et voilà, les lois qui ouvrent la voie à des profits supplémentaires sont ouvertes. Aux États-Unis, la FCC a imposé des lois suivant lesquelles on ne peut pas s'objecter à l'installation des tours. Les municipalités doivent donner l'autorisation de les installer sur des emplacements publics dans un certain délai, sinon ils seront mis à l'amende. Et donc, cette FCC-là est traînée en cours par des fédérations de municipalités et par beaucoup d'organisations à cause de l'odieux de ces règlements. Et vous devez savoir que Robert Kennedy Jr., qui est un défenseur du citoyen aux États-Unis, a une poursuite contre la FCC pour avoir caché au public américain les effets sanitaires réels des ondes électromagnétiques. Donc, aux États-Unis, il semble que la voie, c'est de poursuivre le gouvernement américain pour ce qu'il fait. C'est peut-être une voie aussi qu'on devrait
sur laquelle on devrait s'engager en France. En tout cas, se soulever cette prise de conscience horizontale de la base de la pyramide, de nous tous, concitoyens. Pourquoi pas des actions en justice, pourquoi pas des pétitions déjà, mais on sait que pour faire bouger les lignes, il faut peut-être aller plus loin que ça. En tout cas, se rapprocher de sa municipalité, protester, le dire, s'informer. Et je vous remercie vraiment, professeur. Je ne peux pas plus vous garder que ça. Vous nous avez déjà donné énormément d'informations, non seulement au niveau de la santé, mais en plus au niveau du déploiement dans l'histoire, en fait. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi les industriels ont besoin maintenant de déployer de la 5G? On comprend bien. Et j'espère que ça va faire prendre le plus de conscience possible au monde qui écoute cette vidéo, à cette communauté sur YouTube. Quelle est votre actualité? Est-ce que vous allez nous proposer un prochain livre? Est-ce que vous allez faire des nouvelles conférences autour de ça pour propager ce message? Mais effectivement, il y a quand même beaucoup d'activités autour de ce sujet-là et je continue mes recherches et je continue jusqu'à un certain point à informer les gens autour de moi. Il y a des gens qui ont pris sur eux de stopper certaines antennes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu plusieurs incendies de tours qui se sont produites. C'est un peu malheureux, mais peut-être que ça prend des événements comme ça pour établir une discussion. Il faut dire que le schéma proposé d'utiliser des poursuites légales contre l'industrie, c'est une voie qui va donner des résultats ultimement. Mais quand ces résultats-là vont tomber, le 5G va être déjà installé. Et lorsque ces choses-là sont installées, ben, l'industrie va dire, bah, vous devez vivre avec. Et donc, l'installation de ces tours-là devant votre maison va faire baisser la valeur de votre maison de 20%. Et c'est une irradiation obligatoire. Si vous êtes une personne électrosensible, c'est une catastrophe personnelle. Vous devez aller vivre ailleurs. Et sinon, vous devez consentir à accepter les impacts sanitaires sur le cancer, augmentation des cancers, augmentation de mortalité suite au cancer, augmentation de maladies neurologiques comme Alzheimer, Parkinson et augmentation du diabète. Pourquoi est-ce qu'on devrait endurer ça? Qu'est-ce que font nos élus? C'est vraiment la question à se poser. J'espère que les consciences vont s'éveiller par rapport à ça. Vous parlez des implications au niveau de la santé, du cancer, du diabète, etc. Les études que vous avez fournies vous-même ou que vous êtes allé sourcer autre part, est-ce qu'on peut les retrouver sur un site internet que vous avez? Oui, effectivement. J'ai un site internet à McGill, invitroplus.mcgill.ca. Et vous pouvez trouver un nombre d'études là, mais l'Internet est très riche en informations sur ce sujet-là si on veut la trouver. Malheureusement, l'industrie est consciente de ça et il y a une réaction anti qui se fait sur l'Internet pour essayer d'étouffer l'information scientifique qui s'y trouve. Et ce qu'il faut finalement dire, c'est que la science n'a jamais eu de confusion vis-à-vis de l'effet sanitaire des ondes électromagnétiques. La confusion a été produite et maintenue par l'industrie. Dans leur intérêt, c'est une évidence, hein, c'est sûr que ça les sert énormément bien. Pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements, plus d'informations sur votre travail de transmission autour de tout cela, il y a des très bonnes conférences de vous sur YouTube, où vous avez les PowerPoint à l'appui, vous expliquez pendant 30 minutes, 1h30, tout ce que ça impacte au niveau de la santé, dans plus de détails que ce qu'on vient d'évoquer ici. Donc cherchez simplement sur YouTube, sur Google, sur ce que vous voulez, le docteur Paul Héroux, et vous trouverez les vidéos. Et sinon, je vais mettre les liens de votre site internet et des références dans la description de cette vidéo, afin que tout le monde puisse aller voir tout ça. Merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Héroux, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci pour votre travail de citoyen, votre travail vraiment altruiste, humaniste, qui va dans le sens du bien commun. Merci encore. C'est un plaisir.